aux frontières. Que la CPI enquête sur les dernières personnes qui sont en train de la soutenir. Donc, vous dites, quand on regarde même les avocats qui sont en train de parler, ils sont tous sauf africains. Ouais. Et ce sont des gars qui travaillent généralement avec une... Ça peut être... peut me tromper. Moi, je pense que, de mon côté, les gars sont en train de faire un travail, peut-être former une association pour cela, mais en réalité peut-être pour collecter des fonds. Ça veut dire avoir des financements, des cartes coins du monde, disant que c'est pour des fonds. Ils sortent ce type de dossier parce que ce sont des dossiers qui émeuvent et qui vont susciter... Exact. On parle. Les États peuvent même les financer. Et c'est encore collé du crédit. D'autant plus que cela participe à leurs affaires. Ces gars ne veulent plus des Africains chez eux. Ils disent cela ouvertement. Ils donnent de l'argent pour cela, ils donnent des bateaux pour cela, ils donnent de la formation pour cela. Et eux, ils entrent dans la bataille. Quand un bateau chavire, c'est eux-mêmes qui disent ils sont ici, là, localiser les rattraper, aller les vendre. Et puis quoi? Puisque à côté de cela, il y a un marché qui est chiffré en milliards de dollars. Le marché du trafic d'organes humains. Ouais. Et on se rend compte que ce grand marché, les Africains sont des animaux sur qui il faut prélever ces organes-là. Et les vendre. Quand vous écoutez les témoignages que nous avons écoutés là, mais ça fait froid au dos. Bien entendu. Que des gens viennent, prennent un monsieur, viole son épouse qui est enceinte, elle balance dans le désert comme ça. Mais cela, on ne peut faire ça qu'aux Africains. Ouais. Nous sommes en train de parler, le minimum, les chiffres officiels, c'est autour de 40 000 personnes. 40 000 personnes, c'est pratiquement une petite ville. Bien entendu. C'est une petite ville. Or, ça, ce sont que les chiffres officiels. Puisqu'il y en a des milliers d'autres dans le désert que l'on ne comptabilise même pas. Tous les jours. Mais quand un Européen, il y a une petite attentat, vraiment entre guillemets, sans simplifier, mais le monde entier va... Mais quand ce sont les Africains, on se dit non, on peut regarder deux angles. Est-ce que l'on peut faire du tapage dessus pour montrer que l'Afrique, c'est la misère?
Ou alors est-ce que l'on peut organiser un tapage dessus pour démontrer qu'on veut assister les Africains, puisqu'à côté on veut plutôt de l'argent, c'est-à-dire s'enrichir. Puisque quand on regarde au fond, tout à l'heure, au début de l'émission, vous avez un peu fait allusion à la situation humanitaire, en fait, à la situation de la crise au Cameroun. Exactement. Et quand on analysait, je faisais avec un de vos collègues, quand on analysait, on se rendait compte que la plupart des gens qui font beaucoup de bruit aux Nations Unies, ce sont les ONG. Mais pourquoi les ONG font dire autant de bruit? Parce qu'il y a un besoin de financement. Alors on a un besoin autour de 300 millions. 300 millions de dollars, c'est quand même plus de 140 milliards de francs CFA que les gens vont gérer. Ça veut dire qu'il y a du business derrière, en dehors du tapage que l'on fait devant les caméras, donnant l'impression que l'on veut assister. Donc pour moi, je dis, en Libye, il y a des crimes. Les Européens sont complices en direct et indirectement. Ben, je doute beaucoup que cette plainte puisse aboutir. Pourquoi? Parce que cette même CPI est soutenue par les Européens, soutiennent la condition de soutenir. Comment les techniciens sans oublier l'Afrique Média. Moi, je vais dire tout simplement que je vais féliciter d'abord Davaris. Il a tout dit ce que les gars ils ont peur de dire. Il a tout dit là. Parce qu'aujourd'hui, c'est ces avocats qui posent plainte, les noirs avocats. Parce que le noir, il va quelque part toujours, il va profiter. C'est là, il s'arrange faire des choses de n'importe quoi. Donc aujourd'hui, comment dire, les gens là, comment dire, ils tuent les Africains sur la mer. Maintenant, ils ont vu que c'est un marché qui est juteux. Ils vont se consulter à des avocats pour aller se faire, comment dire, ils vont demander quoi là? La première des choses qu'ils doivent poser plainte, c'est pas contre des Européens, c'est tout simplement des Africains d'abord. L'Africain qui laisse son fils pour aller comment dire, se faire esclavagiser ou être, comment dirais-je, mourir dans les océans. Ce sont ces Africains-là qu'il faut poser plainte contre ces gens-là. S'ils sont vraiment des avocats. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller poser plainte parce qu'on voit de l'argent de l'autre côté, on va poser plainte, on voit de l'argent et on se présente pas. Non. Poser plainte à la racine. Pourquoi? Vous pensez que des jeunes, comment dire, ces présidents-là, ils mettent de l'argent à la disposition de ces jeunes-là et puis ils vont faire leur petit business qui va leur donner de l'argent et qui va leur permettre d'avoir une famille. Vous pensez qu'ils vont laisser cette famille-là pour aller mourir dans le désert? Non, il y aura des gens qui vont voyager, ça je suis d'accord. Mais ils ne vont pas voyager en masse où on voit aujourd'hui, quand on parle des premiers choses qui sont morts sur la mer, on parle des centaines d'Africains qui meurent dans la mer. Alors moi je pense que ces avocats-là, ils doivent quand même réfléchir 2 fois avant d'aller poser plainte. Parce qu'ils devaient poser plainte contre nos présidents, nos dirigeants. Ils laissent ces gens, au lieu de s'occuper des citoyens, mais ils préfèrent donner cet argent ailleurs pour qu'ils restent au pouvoir. Ce sont ces gens-là qu'on doit poser, comment dire, aller poser plainte ou les envoyer quelque part pour qu'ils soient jugés. Sinon, moi, les Européens, aujourd'hui, les vieillards qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui, ils sont soulagés parce qu'il y a des organes partout où ils peuvent acheter pour qu'ils puissent vivre correctement. Voilà la vérité. Alors, tout récemment, ça fait même pas une semaine encore, et ça fait peut-être, ça fait 2 ou 3 jours, il y a des gens qui sont morts dans la mer. Il y a des gens qui sont morts dans la mer. Il y a une chose
le bonheur c'est ici. Qui les laisse, qui se débrouille avec le peu qu'ils ont, qui essaient de vivre chez eux. Voilà. Sinon, ils seront toujours humiliés. Ils seront toujours traînés de la boue, de la sonde. Les pays ne pourront rien faire pour eux. Qui les reste chez eux. Voilà. C'est pourquoi, vivement, vraiment son unité. Parce que quand on voit une jeunesse qui est en train d'être gâtée comme ça, vraiment, ce n'est pas possible. C'est inimaginable. Vraiment, continuer à faire la sensibilisation. Je pense que ça va toucher les cœurs, ça va toucher les esprits, pour que des dispositions soient prises. Parce que là, ça devient un tombeau vraiment à ciel ouvert pour les Africains. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et ça fait vraiment mal. On parle de solutions à l'horizon. Moi, je vous remercie. C'est nous qui... Voilà, c'est nous qui vous remercions. Derrière vous, Bertrand voudrait parler depuis Ebolova au Cameroun. Bonsoir. Mon frère Alain Michel. Bonsoir à mon frère Alvarez. Moi, je ne comprends pas. Nous avons des avocats en Afrique. Avec les crimes qui se passent là-bas, il faut que nos avocats et nos frères se saisissent de ce dossier. Nous avons des avocats compétents en Afrique, mais pourquoi des expatriés qui doivent toujours se préoccuper de nos problèmes? Oui, mon frère. Oui, c'est vraiment ma préoccupation. Par exemple, de ce qui se passe chez nous au Cameroun, moi je ne sais pas combien de morts il faut tirer pour vraiment faire pour résoudre ce problème. Je ne comprends rien. Nous les Africains, nos frères coxés là, c'est eux. C'est eux qui ont montré les Libyens comment il faut faire. Il faut frapper. Moi, j'étais dans une maison avec un ami. Il est arrivé ici, à Saba. Il voulait aller à Tripoli, il n'a pas l'argent. Je vous dis, ils l'ont mis dans la chambre. Ils étaient en train de chicoter. Et ensuite, ils ont appelé sa maman. Maintenant, lui, il criait.
Il criait qu'ils ont appelé maintenant la marche, c'est l'argent au pays. Il a tourné là-bas maintenant, en attendant que les gens le poussent de Sabah ici pour aller à Tripoli. Donc nous les Africains, nous sommes complices, nos frères comme ça. C'est eux qui sont les grands complices de ça. L'Union européenne est complice. Mais pour nous, les Africains, là, nous sommes plus complices qu'eux. Je vous remercie. On me fait comprendre que, enfin, j'ai besoin d'une réorganisation, hein, je dois le dire, pour cette édition qui est partie pour s'achever un peu plus tôt que ce qui était prévu au départ. Donc nous allons prendre Garba rapidement et nous reviendrons prendre le deuxième élément. Cela va vous permettre d'intervenir sur le sujet directement. Rapidement, Garba nous appelle depuis le Niger. Bonsoir Garba. Bonsoir. Bonsoir Alain, et bonsoir M. Bernard. Je suis très ravi de vous voir face à moi sur mon petit écran. Je suis en même temps à Bassobi, je suis Mercury. En voyant les images que vous nous montrez, où on fait taper les Africains sur des grillages, je pense que le monde entier doit être attristé par rapport au comportement que ces messieurs d'affaires des Africains. Je crois que les chefs d'État doivent agir vite et à travers l'Union africaine prendre une résolution pour mettre un terme à ce genre de nouveau esclavage qu'on voit. C'est purement et simplement de l'esclavage organisé par l'Union européenne et les États-Unis. Ils sont responsables. Vous avez vu ce que M. Trump a fait au Venezuela. C'est la même chose. Je pense que le monde est en guerre économique, en guerre spirituelle et en guerre humaine. Il faut purement et simplement arriver à un point où les Africains vont avoir l'union pour dire, mettre un terme à ce genre de comportement. C'est intolérable, c'est insupportable. On ne peut plus continuer à prendre les gens comme des animaux, des petits singes, qu'on est en train de taper, qu'on est en train de frustrer. C'est quoi? On est assez grand, on est assez mûr pour vraiment, je dis de manière responsable, pour prendre une fois pour toutes une décision, pour arrêter cette mascarade. L'Union européenne est entièrement responsable et ils n'ont pas de point de vue ou aucun argument à défendre. Et il appartient aux Africains vraiment d'être responsables et d'arrêter cette mascarade. C'est la même manière que vous voyez ces gens-là veulent faire et c'est ça qu'ils veulent faire pour le Cameroun. Ils sont contre le Cameroun, ils sont contre les Camerounais. Ils veulent faire tout ce qu'ils ont fait à Libye et en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'ils veulent faire au Cameroun. Je pense que les Camerounais doivent vraiment prendre toutes leurs responsabilités de s'unir pour ne pas laisser à aucun moment, à aucune parcelle de pouvoir à déjà des gens humains. Voyez comment ils sont en train de maltraiter les autres. C'est ça qu'ils veulent faire. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu permette à ceux qui sont en train de faire brûler l'Afrique, que Dieu leur faire rentrer dans la misère, ou que Dieu leur fasse tomber toute la misère, toutes les catastrophes. Et nous continuons à prier. Nous sommes en période de carême, nous allons prier que le malheur arrive à tous ceux qui sont en train de détruire l'Afrique. C'est ça que nous allons faire. Et nous demandons à nos hommes, chefs d'État, de mettre un terme à ce genre de situations qui n'ont pas l'Afrique. C'est fini cette façon de faire. Il faut qu'on mette un terme à ce genre de comportement. Merci M. Alain. Que Dieu bénisse Afrique Média, tous les intervenants d'Afrique Média et tous ceux qui sont pour l'intérêt de l'Afrique, y compris le personnel d'Afrique Média et le directeur d'Afrique Média. Que Dieu bénisse, que Dieu vous donne toutes les chances de... Merci à vous, hein, et toutes ces bénédictions sont reçues à cœur joie. Nous sommes là pour vous servir. Avant de prendre le prochain élément, j'aimerais demander à M. Lipoti, depuis Yaoundé,
Lipti, qu'est-ce que vous pensez de cette accusation portée par ces deux avocats sur l'Union européenne en rapport avec l'enfer que vous avez vécu, vous, personnellement, du côté de la Libye? Est-ce qu'au fort de votre enfer, vous avez pu peut-être avoir un élément d'indice qui vous fasse comprendre ou alors savoir ou soupçonner que vos détracteurs, vos bourreaux auraient un soutien des plus haut placés? Monsieur Lipoti. Mais je vais surprendre la majorité des téléspectateurs. Et je vais aller pratiquement dans le même sens que le téléspectateur d'Allemagne. Parce qu'en fait, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, le problème ici, ce ne sont pas les Européens de mon point de vue. Parce que toute la théorie que Luc Michel essaie de développer, je ne suis pas contre. Mais je dis tout simplement que le problème ici, c'est l'Afrique. Il faut, au contraire, que les avocats se constituent en collectif, je ne sais pas comment appeler, pour amener les dirigeants du continent noir à s'occuper normalement des jeunes Africains. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas, et aussi, je n'ai pas l'intention de donner le cours de droit à qui que ce soit, mais il y a aussi ce qu'on appelle la souveraineté des États. Je ne suis pas l'avocat de l'Union européenne, je ne suis pas l'avocat de l'Europe, ni de personne, de l'Occident, de personne. Mais en tant que pratiquant, en tant que survivant de cette migration, je pense qu'il serait mieux que les présidents du continent noir puissent se ressaisir. Monsieur Luc Michel parlait des enfants perdus de l'Afrique. Mais comment l'Afrique peut avoir des enfants perdus alors que les parents vivent? Dans mon pays, par exemple, je n'avais pas encore vu une campagne de sensibilisation à grande échelle avant Lukambak. Il n'y en a pas eu, je ne crois pas. Il n'y en a pas eu. Donc, on n'est même pas capable en Afrique d'organiser des campagnes de sensibilisation pour attirer l'attention des jeunes qui aspirent partir. Ils partent pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi ils partent? Ils partent parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Alors, il faut créer les opportunités. Nous n'allons qu'à voir comment nos dirigeants vivent, comment ils vivent, comment il y a des détournements à grande échelle. C'est ça qui est le problème. Cet argent est nécessaire, est suffisamment, je dirais, juste pour développer l'Afrique. Et maintenant, il devrait aller vers l'Union européenne en tant que partenaire pour leur demander afin que l'Afrique puisse être développée. C'est ça qui est le problème. Laissons la théorie là de dire que l'Union européenne a fait si, les Américains, oui, c'est vrai, ça existe. Nous savions tous que le trafic des êtres humains est le troisième trafic après la drogue, après les armes et la drogue. Ça génère autour de 30 milliards d'euros tous les ans. Nous savions très bien. Mais qu'est-ce que nos dirigeants font pour que cette situation change? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les Africains eux-mêmes sont conscients? Depuis la Libye, de tout ce qui se passe, je n'ai pas vu beaucoup de chefs d'État prendre cette question en charge pour dire, écoutez, il faut que ça cesse. Nous avons les chiffres de la Méditerranée. Nous n'avions pas de chiffres du désert parce que personne ne fait ce travail. Donc, de mon point de vue, il faut d'abord que les Africains se ressaisissent, les dirigeants africains se ressaisissent et qu'ils prennent en charge la jeunesse du continent noir parce que un continent, un pays, une famille sans jeunesse est appelée à disparaître. Et la jeunesse africaine est une jeunesse hyper importante, hyper dynamique. Elle ne demande que le soutien des projets. Au Cameroun actuellement, j'ai devant moi au moins 200 dossiers des rapatriés qui ne veulent que un peu d'argent pour monter leurs affaires. L'OIM seul ne peut pas résoudre ce problème. Depuis juillet 2017 à aujourd'hui, l'OIM a accueilli au Cameroun plus de 3000, environ 3008 migrants. Et c'était prévu d'accueillir 850. Ils sont dépassés, sont submergés. Il faut que les États les soutiennent. Il faut que les États soutiennent les projets. Et tout le temps, tous les jours, je suis dépassé, je ne peux plus décrocher mon téléphone. Les migrants retournés me demandent, président, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous voulons un peu de possibilités pour nous reconstruire. Comment moi je peux le faire? Et moi-même, je n'ai pas de possibilité. Je vous disais tantôt, grâce au projet Lukayambak,
qui a été monté par un Camerounais qui est de la couche sociale pratiquement Monsieur Lipoti, sensibiliser les s'il vous plaît, pour les dire. Monsieur Lipoti, vous me voyez clairement à l'écran, hein, j'ai envie de reprendre la parole. Vous allez permettre que je la reprenne. Ce sera peut-être pour mieux vous relancer, mais en 1 minute cette fois-ci. Vous avez parlé de l'action Lukamba, de long en large, nous avons compris. Moi, j'ai envie de vous poser une question qui me vient à l'esprit. Au vu de votre position actuellement, vous pensez, sans balayer du revers de la main tout ce que vous avez dit, hein, vous paraissez ne pas vouloir insister sur la responsabilité de l'Union européenne. Alors, voici ma question. Au vu de votre première intervention, sauf si j'ai mal entendu, vous nous avez fait savoir que l'Allemagne soutenait votre projet, votre association, finançait votre association. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que vous évitez d'incriminer clairement l'Union européenne et donc l'Allemagne dans la responsabilité des meurtres des migrants dans le désert, tout simplement parce que vous êtes financé par cette même Union européenne? Je vous pose la question, clairement. Pas du tout, monsieur, pas du tout. Je vous dis, mes parents qui m'ont engendré, ce sont les Africains, ce ne sont pas les Européens. La plupart des lois fondamentales de nos États sont claires. Les États ont l'obligation de donner l'emploi à tous les citoyens. Mais alors, pourquoi moi je vais aller demander la vie à un étranger alors que mes parents ne me donnent pas ce qu'ils m'ont promis, ce qui m'est de droit? Même si l'Allemagne, le gouvernement allemand ne finançait pas le projet Luc Ayambak depuis 2008 que nous menons ce combat au Cameroun, nous avions toujours dit que nous n'avions rien à faire avec l'Union européenne parce qu'ils sont dans le droit. Ils ont des choses qu'ils posent qui, de mon point de vue, tiennent la route. Si vous avez des difficultés, vous ne pouvez pas accueillir tout le monde. J'ai dit que je n'étais pas l'avocat de l'Europe, mais je vous dis, je suis objectif, je suis pratique, je ne suis pas théorique. Je vous dis ce que j'ai vécu, ce que je vis encore aujourd'hui et ce que je vais continuer à vivre jusqu'à la fin de mes jours sur la terre. Je vous dis, la responsabilité incombe les dirigeants du continent noir. Nous allons revenir rapidement pour prendre le deuxième élément. Dalvaris, en 1 petite minute, vous voulez dire quelque chose? Je félicite vraiment notre frère, M. Lipoti, pour ce qu'il fait déjà. Premièrement, il faut d'abord être très courageux pour accepter rentrer chez nous, parce que beaucoup ont honte. Dans les témoignages, beaucoup ne veulent pas rentrer, puisque des gens se moquent d'eux, les gens donnent l'impression qu'ils ont échoué. Et c'est pas facile de supporter quand on rentre. D'abord, le courage qu'il a pris de rentrer. Ensuite, de prendre ces actions-là pour déjà sensibiliser nos étudiants, les élèves, etc. etc. Mais je profite aussi pour tirer la sonnette d'alarme. Ouais, lui, il a son raisonnement normal. Mais son raisonnement, c'est difficile de mordre la main qui vous nourrit. Puisqu'en fait, son association est soutenue par la première puissance de l'Union européenne. C'est-à-dire les Allemands qui participent à financer, à tuer les Africains, ce sont les mêmes qui participent à soutenir son association. C'est très difficile pour lui de raisonner objectivement. Et ce n'est pas de sa faute. La question c'est que qu'est-ce que nous avons fait comme État? Puisque parfois nous parlons de cela ici. Quand je dis parfois, une télévision comme Afrique Média, les États doivent faire l'effort de soutenir. Il y a des ONG africaines. Si on ne les soutient pas, les autres les prennent en charge. Et quand les autres les prennent en charge, il y a contrôle. Nous voyons que notre frère il fait beaucoup. Mais comme son financement vient de l'Union européenne, il a du mal. Il dissout. Exact, il y a une sorte de dissonance. Il dissout facilement la grande responsabilité, c'est établi. Mais en même temps que l'Union européenne utilise, je sais pas quoi, 100 millions d'euros par exemple pour éviter que les migrants viennent. En même temps, l'Union européenne le finance quand même. Il faut bien comprendre le rôle du financement. C'est que lui fait un bon travail de sensibiliser. Mais le but de la sensibilisation, c'est de dissuader les Africains de partir. Ça veut dire que ça participe toujours à l'objectif de l'Union européenne qui est de décourager les Africains de continuer à migrer en Europe. Mais lui, dans la situation, il ne fait que la sensibilisation
qu'il a fait à son niveau. Mais nous, au niveau de nos États, qu'est-ce que nous faisons avec le soft power? Puisqu'en réalité, le grand penchant de la diplomatie, ce sont les ONG qui en réalité disent non gouvernemental, pourtant en fait dépend effectivement des gouvernements. Puisque si vous fouillez, vous allez voir que même les financements que notre frère reçoit pour son association, cela est lié directement à l'État allemand. Donc nous en tant qu'Africains, en tant que leaders africains, nous devons voir dans quelle mesure soutenir les associations ou les ONG qui opèrent pour le bien-être des Africains, sinon les autres les contrôlent et c'est très très difficile de s'en sortir. Merci beaucoup Delvaris Ngudju. Nous l'avons dit à l'entame de cette émission, l'Afrique est désormais dotée d'une zone, je veux dire, voilà, d'une zone de libre-échange. Une zone de libre-échange donc qui lui permettra de booster son économie. Nous voulons regarder rapidement cet élément et nous revenons juste derrière. À tout de suite. L'ouverture. Une étape historique, c'est en ce terme que l'Union africaine a salué l'entrée en vigueur ce jeudi de la zone de libre-échange continentale. 52 pays sur les 55 que compte l'organisation continentale ont en effet paraphé depuis mars 2018 l'accord créant cette zone de libre-échange. Elle a été par ailleurs ratifiée par 24 pays depuis le 29 avril, permettant ainsi sa matérialisation conformément à ses statuts. Cette initiative vise l'élimination progressive des droits de douane entre pays membres. But de la manœuvre, augmenter le commerce intra-africain de 60% à l'horizon 2022, alors qu'actuellement, il n'est que de 16%. Le lancement de sa phase opérationnelle est cependant attendu le 7 juillet lors du sommet de l'Union africaine prévu à Niamey. Il sera notamment question de finaliser ces mécanismes d'arbitrage, définir des règles d'origine des marchandises ainsi que des mécanismes permettant de lutter contre la corruption ou les mauvaises infrastructures. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya ou l'Éthiopie font partie des poids lourds du continent qui ont déjà adhéré à l'initiative. D'autres pays ont entrepris une ratification, dont le Maroc. Si elle venait à être signée par tous les pays membres de l'Union africaine, la zone de libre-échange constituerait un marché de 1,2 milliard de personnes pour un PIB cumulé de 2500 milliards de dollars. Alors, sur ce sujet, Luc Michel est en poste également et il a quelque chose à nous dire. Rebonsoir Luc Michel. Il faut être mesuré lorsqu'on évoque la nouvelle zone de libre-échange africaine. Il faut voir ce qu'on va en faire. Le problème, c'est qu'elle est entièrement animée par une vision globalisatrice, ultra-libérale de l'Organisation économique mondiale. Disons-le franchement, le but final des gens qui l'animent, le NEPAD notamment, c'est d'aligner un grand marché africain au sein de la globalisation à domination américaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Afrique sera ouverte, c'est un peu le même système que les APE, à toutes les multinationales européennes, au tsunami de la puissance économique de l'Occident, alors que les exportations africaines, à part les matières premières, sont un petit ruisseau. Le NEPAD, rappelons-le quand même, il a été créé en Afrique du Sud par les libéraux qui combattaient la vision du nationalisme économique africain, appuyé sur la future monnaie unique africaine de Muammar Kadhafi. Le NEPAD a été lancé pour combattre ce nationalisme économique et pour combattre Kadhafi. J'ai bien connu cette époque puisque j'ai participé en Jamaïque libyenne aux côtés de mes camarades du mouvement des comités révolutionnaires à la lutte contre le NEPAD. Lorsque Kadhafi a été assassiné, lorsque la Jamaïque a disparu, l'Union africaine est tombée entièrement dans les mains qui étaient celles des ultra-libéraux. Il y a des lois du développement économique. Elles ont été définies par un germano-américain, il s'appelait Friedrich Schlitz, au début du 19e siècle. Friedrich Schlitz, c'est l'homme qui a fait l'unification économique des États-Unis par le Nord après la guerre de sécession, l'unification allemande entre 1830 et 1871, avec notamment une union douanière, le Zollverein, son douanière en allemand. Il a inspiré, après 1945,
discrètement, mais absolument, le processus qui a conduit à la CECA, devenue CE, devenue Union européenne. Que dit Friedrich Schlitz? Il dit qu'il faut créer un grand espace économique unifié, sans frontières, sans douane intérieure, avec la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. C'est la zone africaine de libre-échange, ou c'est l'actuelle Union européenne. Mais, dit Friedrich Schlitz, il faut ensuite passer aux deux étapes suivantes. Les deux étapes suivantes, qu'est-ce que c'est? C'est établir des frontières douanières à l'extérieur, taxer durement les concurrents économiques et ne rien importer qui peut être produit par l'intérieur de l'espace économique, quels que soient les coûts de cette production. Ensuite, après l'espace unique, après les frontières extérieures, il y a la monnaie unique, ce serait la monnaie africaine dans notre cas, qui est l'étape vers la dernière étape, c'est l'État supranational ou l'État fédéral. Vous constaterez que, sorti de la zone africaine de libre-échange, rien n'est prévu ensuite. Vous constaterez qu'à part le grand marché libéral, il n'y a pas de frontières extérieures, surtout pas. C'est contre tous les traités qu'on fait signer aux dirigeants africains actuellement. Il n'y a pas de projet pour la monnaie africaine unique. Il n'y a surtout pas d'État réel vers un État africain. On vous parle d'un avenir lointain et nébuleux, des horizons 2063 et autre chose. Il faut aller lire les géopoliticiens américains. 2050-2070, c'est la Troisième Guerre mondiale, et les Américains comptent bien la gagner. Dans cette Troisième Guerre mondiale, il n'y a pas d'émergence africaine, elle est un butin à recoloniser. Il faut donc ne pas oublier cette étape, une étape également importante, une fois le marché créé, une fois les frontières douanières intérieures levées et extérieures construites, c'est l'industrialisation lourde de l'espace économique, l'industrialisation lourde qui développe la plus-value, l'accumulation primitive du capital, qui permet le développement du secteur tertiaire, des classes moyennes, etc. Ça a été appliqué dans l'Allemagne du 19e siècle, dans l'Union européenne ex-CE, ça a été appuyé aussi par Staline entre 1929 et 1941, lorsqu'il a industrialisé à marche forcée l'Union soviétique. Ce projet aussi, ces lois du développement économique, elles sont ignorées en Afrique. La vision que j'ai donc de la zone africaine de libre-échange, c'est que elle est un bien si on applique le programme de Vichy, mais je n'ai entendu personne se prononcer pour celui-ci depuis Kadhafi. Rappelons que Kadhafi suivait les théories de Friedrich Schlitz, ces théories notamment sur la monnaie africaine, le dinaro, viennent de là-bas. Et surtout, j'ai bien peur qu'on ne débouche vers cette Afrique ouverte à tous les vents de la globalisation, grand marché de la prédation internationale, ouvert à celles qu'on n'appelle plus des multinationales mais des transnationales, ouvert aux grands prédateurs, ouvert à l'économie mondiale dont les capitales sont à Wall Street et à Washington. C'est ça la réalité de l'Afrique, c'est ça la fatalité dans laquelle on veut enfoncer les Africains, fatalité que refusait le colonel Kadhafi. Hommage à sa mémoire. Alors, merci infiniment Luc Michel. Et une analyse très surprenante d'Alvarez Ngudju. Peut-être vous, en tant qu'économiste, comprenez mieux les inquiétudes de Luc Michel, parce que pour l'Africain lambda, c'est une très grande nouvelle que cette zone de libre-échange. En fait, bon, je ne vais pas trop analyser les commentaires des autres. Notons quand même que Luc Michel il a des remarques qui ne sont pas mauvaises. En fait, nous, Africains, pour beaucoup, même au niveau de l'Union africaine même, on essaye de copier bêtement ce que certains font ailleurs, alors que tout établit que ce que certains font ailleurs ne marche pas forcément. Oui, on a vu pratiquement le modèle de l'Union africaine, c'est pratiquement le modèle de l'Union européenne, alors que les Européens ont vraiment des grandes difficultés à s'en sortir avec leur union. Mais par rapport à la zone de libre-échange, pour moi, c'est un événement. C'est un événement important à souligner, puisque c'est un projet sur lequel les Africains travaillent depuis un certain nombre d'années déjà. Et maintenant, c'est important parce que depuis quand même le 30 mai, la zone de libre-échange existe.
Mais maintenant, je pense que cela va vraiment avoir son sens à partir de juillet, puisque en fait, entre le 30 mai et mi-juillet, je crois le 17 ou le 7 juillet, les Africains ou alors les États devraient prendre les dispositions, voir comment implémenter cela sur le terrain. Oui. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que quand les Africains veulent parler des choses, veulent faire des annonces, c'est très important. Mais quand il faille passer à la phase d'implémentation sur le terrain, cela devient très difficile. Je n'ai pas besoin de revenir sur la fameuse Taberukatas qui devait permettre, ça fait déjà presque 2 ans aujourd'hui, qui devait permettre de financer l'Union africaine. Tout le monde avait accepté, tout le monde avait couru à aller signer de consacrer 0,2% de ses importations pour financer l'Union africaine. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas 10 États qui ont implémenté cela sur le terrain. C'est pourquoi je dis c'est important de bien faire le tapage du tout, mais c'est aussi important d'implémenter cela sur le terrain. Et si cela est implémenté, quels sont très important. Non, vraiment, c'est très bien. Non, c'est vraiment une libre circulation des biens et des personnes. Premièrement, ça va augmenter. Parce qu'actuellement, les Africains commercent plus avec l'étranger qu'avec eux-mêmes. Qu'entre eux-mêmes. Oui, exact. Je crois que le taux de commercialisation, de commerce entre les Africains, intra-africains, c'est autour de 3%. Or, s'il y a libre circulation des biens et des personnes sur le continent africain, ça serait vraiment la plus grande zone de libre-échange du monde. Un marché qui, à terme, sera plusieurs milliards d'habitants. D'autant que les Américains, ce n'est que 350 millions de personnes et tout le monde fait tout pour traiter avec les Américains. Et à côté de cela, quand même, cela va faire que le commerce africain, à partir de la première et deuxième année, déjà si c'est bien implémenté, le commerce intra-africain va monter quittant de 3 à près de 59%. C'est extrêmement important. Il serait actuellement apparemment à 16%. Très bien, c'est 16%. Oui. Ok, merci. Mais tout de même, c'est nul. Cela démontre clairement que des Africains préfèrent aller acheter une marchandise en Chine que l'on peut le trouver en Afrique du Sud. Oui. Les Africains peuvent aller acheter. Les gens ne peuvent pas importer du blé, je ne sais pas où, en Europe, alors qu'avec la patate que l'on fait qui est au Zimbabwe, l'on pourra obtenir une bonne farine pour le pain. Donc, et ce qui est à noter, c'est que beaucoup d'États ont signé quand même, mais beaucoup n'ont pas aussi ratifié. Ou le mastodonte nigérian. Voilà, le Nigeria. Exact, a refusé justement, puisque... Qu'est-ce que cela pourrait impliquer sur l'implémentation de... Si le Nigeria venait à ne pas adhérer au projet. Ça veut dire que non, c'est un des grands poids lourds qui refuse d'ouvrir son marché aux Africains, puisque notons que le Nigeria exporte quand même aussi dans beaucoup de pays africains. Et ils ont un des marchés, sinon le marché le plus important du continent. Et autour d'environ 200 millions d'habitants, ce qui est extrêmement considérable. Mais ce qui m'a un peu surpris par rapport à la chose, c'est que le Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas ratifié l'accord, mais curieusement, est couru très rapidement signé avec les Européens. Les accords. En fait, c'est à peu près la même chose avec les Européens, alors qu'eux-mêmes, entre eux et les Africains, ils ont refusé de ratifier jusqu'à présent. Je me demande quel type d'intégration on peut parler, puisqu'en fait, une des craintes de Louis Michel, c'était l'intégration continentale. C'était les États-Unis d'Afrique, quelque chose de ce genre. Et lui, là, en ce moment-là, ces craintes sont vraiment expliquées. C'est que beaucoup de ceux qui font le tapage de tout cela, dans la pratique, ils restent à côté. Il y a quand même beaucoup d'autres nations qui n'ont pas ratifié le texte. Et on se demande comment cela va totalement être implémenté sur le continent africain d'ici un mois environ, d'ici juillet, quand beaucoup refusent pratiquement de ratifier et apparemment le Cameroun sera en train de négocier encore un accord de partenariat avec la Grande-Bretagne, d'autant plus qu'il y a eu le Brexit. Donc elle préfère, ou alors il préfère travailler avec les nations européennes situées à des milliers et des milliers de kilomètres pour que ces nations viennent déverser toutes leurs poubelles sur le continent africain que de traiter avec ses voisins. Et là encore, il y a la crainte, puisque la crainte peut être expliquée pourquoi. Parce qu'un certain nombre d'États, quand vous signez par exemple avec des Européens un accord de partenariat économique, cela laisse comprendre que vous êtes pratiquement une barrière, ou alors c'est pas quoi, une ouverture pour que les produits européens rentrent sur le continent, rentrent chez vous. Et si vous signez sans avoir pris un certain nombre de mesures avec d'autres nations, une zone de libre-échange, d'autres nations craindront bien que vous preniez que les produits européens rentrent par chez vous pour être déversés pratiquement sur l'ensemble du continent africain. Pourquoi? Parce que vous êtes allé signer avec eux dans la nuit, alors qu'en pleine journée, vous étiez en train de vous attendre, de vous serrer les coudes avant d'aller signer. Mais pour moi, comme on le dit toujours, on juge le maçon au pied du mur.
si les gars sont en train de travailler, nous attendons d'ici juin et même après juin, voir ce que cela va donner. Donc je dis, c'est déjà une petite victoire, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est quand on va implémenter que nous verrons vraiment si nous pourrons jubiler. Jubiler ou pas. Merci Delvaris. Monsieur Lipoti, certainement sur ce sujet, vous avez également votre point de vue. Mais avant, nous voulons ouvrir le téléphone pour accueillir Jean-Claude depuis la Belgique. Jean-Claude, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, vous êtes en direct déjà, allez-y. D'accord, merci. Bonsoir, monsieur Alain Guednar. Bonsoir à Dalvaris Koudjou. Vraiment, Dalvaris Koudjou, vous êtes toujours pertinent dans vos prises de parole. Et vraiment, en tant que Camerounais, je suis vraiment orgueilleux de vous, monsieur Dalvaris, et continuez ainsi. Franchement, depuis que moi je vous suis, vous êtes toujours cohérent dans vos prises de parole, dans ce que vous dites, dans vos arguments et tout. Bon, voilà, je vous félicite pour ça. Je voudrais aussi saluer l'invité qui se trouve de côté de Yaoundé. Ouais, j'imagine le calvaire que lui il a subi étant du côté de lui. Permettez-moi, monsieur Edna, de saluer comme ça 3 panélistes que j'apprécie beaucoup. Monsieur Jean-Claude Sobdjou de l'UDC, monsieur Sam Séverin Ango et aussi le président du PURS, Espoir Matomba. Parce que, vu la situation que nous vivons au Cameroun aujourd'hui, nous voulons des gens qui nous apportent des solutions de sortie de crise. Ou alors, qu'est-ce que nous allons mettre dans ce panier du dialogue inclusif. Ceci dit, revenant à votre thématique, monsieur Alain Guedna, je voudrais surtout aborder le sujet de la Libye. Et comme l'a dit le panéliste du côté de Yaoundé, le problème c'est nous. C'est nous les Africains, monsieur Dalvaris Koudjou. Ce sont nos dirigeants. Mais comment pouvons-nous expliquer que depuis je sais plus, depuis quand on avait fait tourner ces images où on faisait l'esclavage des Africains, quel dirigeant africain a pris des mesures pour pouvoir empêcher que nos jeunes frères puissent encore traverser la Méditerranée? Tout ce que les dirigeants ont pu faire, c'est mettre les avions à disposition et les faire entrer. C'est pas ça la solution. Il faut trouver des emplois aux gens. Sinon, les gens vont faire comment pour vivre? Monsieur Dalvaris Koudjou, moi j'ai suivi... je vais être un peu répétitif parce que je l'ai dit déjà à l'émission d'hier. Moi, j'ai suivi un entrepreneur français d'origine arabe qui était venu au Cameroun pour installer une société de fabrication, une usine de fabrication de chaussures. Et la matière première allait être prise sur place, c'est-à-dire les peaux de chèvre, peaux de mouton et peaux de vache. Mais vous savez la raison pour laquelle il n'a pas pu investir au Cameroun? Je pense que vous connaissez déjà la raison. Vous avez la réponse. À cause de la corruption. À cause de la corruption, monsieur Dalvaris. C'est-à-dire que les gens préfèrent éviter qu'on vienne donner de l'emploi. Parce que vous savez, en Afrique, chez nous, quand quelqu'un a un salaire, il y a au moins 15 bouches derrière qui suivent. C'est comme ça. Quelqu'un, pour ses intérêts égoïstes, empêche qu'on installe une société de fabrication de chaussures, tout simplement parce qu'on a refusé de mouiller sa barque, comme on dit. Il préfère et le monsieur est allé s'installer en Éthiopie. Et je vous assure, par une petite entreprise, hein, moi je l'ai vu, une grande entreprise. Alors, c'est pour dire quoi? La solution, ce sont nos chefs d'État, ceux qui nous dirigent. C'est ceux qui nous dirigent, monsieur Dalvaris. Et en ce qui concerne le libre-échange continental, franchement, attendons de juger le maçon au pied du mur, comme l'a dit Dalvaris, parce que ça risque d'être comme les APE que nous avons signés avec les pays occidentaux, parce que nous ne produisons presque rien, on ne fabrique rien, tout ce qu'on a, ce sont nos matières premières, et donc voilà, je ne sais pas là où nous allons gagner. Sur ce, je vous dis merci, bonne continuation à vous, vive le Cameroun, vive l'Afrique, que les Camerounais soient bénis. Merci. Soyez également bénis, Jean-Claude, et merci de nous avoir appelés. Madame Cissé aimerait revenir depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir, chère dame. Allô? Vous êtes en direct déjà, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Michel Yéna. Ouais. Bonsoir, Dalvaris. C'est Madame Cissé depuis la Côte d'Ivoire. Je remercie Dalvaris et je remercie les citoyens de Yaoundé. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, parce que si on pose mal les problèmes, on n'aura pas de solution.
J'accuse nos chefs d'État. J'accuse les chefs d'État africains. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Parce que quand vous êtes à la tête d'un État, et vous n'avez aucun projet économique, aucun projet social pour la population, que voulez-vous? Les gens sont dans un pays où il n'y a pas d'espoir. C'est toujours le même clan dans le pays qui s'enrichit, qui détourne les fonds et qui est là au service d'une minorité et de son ethnie. Et on est cible des images-là. Qu'est-ce que l'Union européenne a? Vous voyez les gens qui sont en état de sentiment. Vous leur donnez l'occasion de le faire, ils vont le faire. Nos chefs d'État sont interpellés. Il faut que les gens répartissent les richesses équitablement pour tout le monde. Si vous avez quelqu'un qui est dans un État, il se lève le matin, il est assis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne fasse? Quelqu'un qui se lève, qui va affronter l'océan et qui peut pouvoir traverser l'océan à pirogue. Si vous êtes surpris, vous n'avez pas, il n'y a pas d'espoir. Donc j'interpelle nos chefs d'État. Nos chefs d'État sont intéressés. Et ça, c'est pas encore possible. Si les vous leur offrez, c'est un cadeau que les Occidentaux, que nos chefs d'État offrent. Ils sont complices de cette situation. C'est eux qui offrent ce cadeau-là aux Occidentaux. Vraiment, il faut créer des emplois. Il faut créer des emplois. Et c'est pas la première fois que je le dis. On parlait une fois sur des conflits armés en Afrique. Pourquoi c'est toujours les Africains qu'on nous allie? Notre chère Madame Cissé depuis la Côte d'Ivoire. C'est vraiment dommage, chère Madame. Vous pouvez nous rappeler, avant qu'on ne clôture avec cette dernière série d'appels. Nous avons encore quelques poussières de minutes devant nous. Derrière vous, nous prenons Roder de la Suède. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Alain Michel. D'accord, c'est Roger. Roger, bonsoir. Désolé. Je m'appelle Roger, je téléphone depuis la Suède, depuis Stockholm. Bon, je voudrais aussi aborder le sujet sur la Libye. C'est-à-dire que, l'Union européenne a sa responsabilité, comme Galvaris l'a dit. Oui, j'en conviens. Mais je crois que j'ai fait seulement l'opprobre sur l'Union européenne, ça ne résout pas le problème. C'est-à-dire que, pour ce problème, moi, j'irai droit au but. C'est-à-dire qu'il faut recommencer à faire des coups d'État en Afrique. Il faut des coups d'État et faire partir les chefs d'État à la solde des Européens. Il faut les faire partir et installer des patriotes au sommet de l'État. Et puis les choses vont bouger. Regardez, vous avez parlé du franc CFA pendant combien d'années? Pendant plus de 6 ans, on a parlé du franc CFA. Est-ce qu'un des chefs d'État a bougé? Il y a seulement M. Idriss Déby qui fait des déclarations chaque 6 mois et puis les gens disent que les choses vont se passer, mais il est toujours là-bas. Il n'y a rien qui se fait. Donc, ce que moi je préconise, il faut recommencer à faire des coups d'État. Il y a seulement des voleurs de milliards qui sont au sommet de nos États avec les membres de leur famille. Et puis les gens sont obligés de partir. Ils sont obligés de partir. Les gens qui ont leur bac, les gens qui ont leur maîtrise, ils sont obligés de partir. Et des fois, il y a d'autres qui meurent dans la Méditerranée. Mais ça, c'est un peu de pitié, quoi. De la pitié, du moins, c'est pour l'homme africain. Mais quand on parle de ces choses-là à des Asiatiques, ils n'arrivent pas à comprendre que les chefs d'État africains se comportent de cette façon et que des choses de ce genre arrivent à des Africains en 2019. Mais c'est vrai. Il faut faire quelque chose. Il faut chasser ces chefs d'État-là. Ils n'ont pas le droit de rester là. Ils peuvent faire souffrir les Africains jusqu'à ce point. On leur a dit de sortir de la CPI. Est-ce qu'ils l'ont fait? Rien du tout. Ils sont là. Je me demande même ce qu'ils font au sommet de l'État. Qu'est-ce qu'ils font? Mais du moins, regarde, moi je suis du Togo. Allez voir, le Togo a le même problème que comment s'appelle le Cameroun. On a seulement un groupe de quelques personnes qui amassent des milliards. Et puis les autres sont... Qu'est-ce que les autres
peuvent faire rien du tout. Ils doivent sortir, aller chercher du bien ailleurs pour nourrir leur famille. C'est ce qui se passe. Bon, merci. Bye. D'avoir appelé. Du côté de l'Allemagne, il y a également Patrick qui aimerait intervenir. Bonsoir Patrick et bienvenue. Allô? Vous êtes en direct Patrick. Oui, bonsoir à toi mon très cher frère Alain Yedna, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde, un grand bonsoir standardiste et technicien, ces braves hommes de femmes. Bien sûr, un bonsoir à votre panéliste, et à vos deux panélistes, Monsieur Dalvaris Koudjou, toujours très très posé et pertinent, et bien sûr le panéliste de Yaoundé, à qui je souhaite déjà beaucoup de courage, parce que ce qu'il fait est déjà d'abord, de prime abord, à saluer et à encourager, parce que très peu ont eu le même courage pour revenir et faire ce qu'il fait pour soutenir les autres. Et ce qu'il dit est quelque chose de fondamental, parce que vous savez, s'il y a une méthode pour rendre les hommes irresponsables, c'est de toujours venir avec des discours qui leur font comprendre que leur malheur vient d'ailleurs, un peu comme certains mauvais, je dis bien mauvais bergers dans certains types d'églises, parce qu'il y a toujours des bons bergers, pour dire vos malheurs viennent toujours de l'au-delà, des choses qu'on ne voit pas, c'est pas votre faute, non. Il faut qu'on apprenne à être responsable et par conséquent, j'épouse l'opinion de ZFL, de notre panéliste de Yaoundé et de bien d'autres, c'est déjà nous les Africains qui assurons notre devenir et particulièrement les gouvernants et les chefs d'État, mon cher frère. La responsabilité est à certains niveaux partagée, parce que chaque jeune qui prend la décision de partir, quand il est à l'âge de majorité, dès lors il est responsable. Mais ça, ce serait vraiment analyser les choses de manière trop légère, parce que les raisons qui poussent le jeune à partir, c'est bien sûr ce que tout le monde a eu à dire ici. C'est le mal-vivre dans nos États, le manque d'opportunités. Mais qui sont ceux qui sont garants de travailler jour et nuit et sans relâche à trouver les opportunités aux jeunes? Ce sont les dirigeants ou les gouvernants. Donc malheureusement, ce n'est pas le cas dans la majorité de nos États en Afrique, surtout ceux détenteurs et utilisateurs du CFA, raison pour laquelle j'appelle toujours au rapport de force intense contre ces gouvernants pour qu'ils comprennent une fois pour toutes qu'il faut bosser pour la vraie équipe. Et s'ils ne veulent pas jouer dans la bonne équipe, alors qu'ils se dévoilent et disent qu'on joue pour les prédateurs. C'est simple. Alors mon cher frère, le traité de libre-échange, je pense personnellement que c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. En attendant que les mastodontes de l'économie africaine comme le Nigeria, parce que le président Buhari a mis sur pied une commission qui devait vérifier effectivement l'impact de l'ouverture effectivement du marché au niveau de l'Afrique afin d'éviter le dumping, c'est-à-dire la production en masse pour envahir un marché en termes de produits divers et effectivement tuer, étouffer le secteur local. Effectivement, il a mis une commission sur pied qui va étudier autant pour moi, cela les impacts de l'ouverture du marché nigérian dans le cadre de ce traité de libre-échange, et il prendra la décision qui va qui va vraiment à l'intérêt de ses citoyens dont il est le garant aujourd'hui de la sécurité alimentaire de tout. Donc j'estime simplement le Nigeria, j'espère du moins qu'il fera partie de cette libre zone et ce sera tout du bonheur